Salut Pauline. Salut Mégane. Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine avec bienveillance. Et cette semaine, nous abordons le sujet de la contraception. Pour ça, on a reçu Agnès, sage-femme à notre micro. La contraception, c'est un vaste sujet. Que choisir? À quel âge doit-on en prendre une? À quoi ça sert? Quel impact ça peut avoir sur notre vie et notre sexualité? Pour répondre à toutes ces questions, Agnès, sage-femme dans le sud de la France et bénévole sur le chat Les Pipelettes, nous a guidés. À travers cet épisode, vous pourrez tout d'abord comprendre l'importance de consulter un professionnel de santé qui sera à votre écoute et qui vous recevra dans la bienveillance et le dialogue. L'échange que vous aurez avec lui vous permettra de pouvoir poser toutes vos questions sans gêne ni honte et surtout d'être guidé au mieux en fonction de vos besoins. Alors la contraception d'accord, mais que choisir? Hormonale, mécanique, naturelle, par stérilisation? Vers quoi se tourner et quand? Agnès vous exposera tous les types de contraception à votre disposition, en passant par la pilule, le stérilet en cuivre, le préservatif masculin ou féminin, jusqu'à la ligature des trompes. Vous pourrez comprendre comment ils fonctionnent, comment ils sont délivrés, posés et utilisés. Pour en savoir plus sur ce vaste sujet, nous vous laissons écouter les infos et conseils d'Agnès. On vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Bonjour Agnès et bienvenue sur Truc de Meuf. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la contraception ensemble. Et juste avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Donc, je suis Agnès, je suis sage-femme en libéral. Donc, j'ai un cabinet dans le sud de la France, dans un petit village, une petite ville plutôt. Et donc, je fais aussi partie des Pipelettes. Je suis donc bénévole sur le chat des Pipelettes. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer du coup à quoi sert ce chat des Pipelettes pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Alors, le chat des Pipelettes, ça a été, je dirais, mis en place à peu près en 2020 par l'association Profession Sage-Femme, qui a donc contacté, je suppose, toutes les sages-femmes de France, enfin francophones en tout cas, pour leur demander si elles étaient intéressées à participer de façon bénévole donc à ce chat, donc qui s'adresse aux jeunes. C'est un chat de santé sexuelle et affective. Donc on n'est pas là pour faire du suivi, en tout cas pas du suivi de grossesse, pas du suivi non plus gynécologique. On est là pour conseiller et pour écouter et pour orienter. Et donc c'est bien de le savoir, si les jeunes ont des questions autour de leur sexualité, au niveau affectif, etc., ils peuvent se tourner vers vous. Oui. Alors, c'est un chat qui existe, enfin, qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, on peut, c'est l'avantage, on va dire, enfin, donc c'est souvent, elles appellent, enfin, alors il y a aussi des garçons les garçons peuvent aussi se connecter. Au départ, c'est vrai que on avait imaginé que c'était plus pour les femmes, mais maintenant, en fait, il y a de plus en plus de garçons. Donc, voilà, des questions, ils sont gênés par des questions très, très intimes sur leur sexualité. Ça peut être aussi sur des problèmes gynécologiques, des douleurs, voilà. Enfin, en fait, en gros, c'est les MST. On va aussi parler des MST. On va aussi aider à la contraception où il peut y avoir une inquiétude sur un oubli de pilule. Voilà, plein de questions un peu qui sont des questions très simples, mais peut-être qu'ils n'osent pas poser des fois justement à des personnes en vis-à-vis, quoi. Voilà. D'accord, on mettra le lien de toute façon en barre d'infos pour les gens que ça intéresse. Et on va du coup commencer sur le sujet du jour qui est la contraception. Si tu veux bien, on va commencer par la pilule et les contraceptions plutôt dites hormonales. Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que c'est? Alors, la pilule, donc, déjà il y a plusieurs pilules, bien sûr. Il y a les pilules œstroprogestatives, c'est-à-dire qui comportent deux hormones, de l'oestrogène et de la progestérone. Et il y a des pilules qui ne comportent qu'une seule hormone, la progestérone. Bon, donc ça, déjà c'est les deux pilules différentes. On pourrait dire c'est facile, j'ai une plaquette, j'ai des petits cachets, je vais suivre la notice, etc. Très bien. Le problème, c'est que, le problème, c'est pas le problème, parce que la plupart du temps, ça se passe très très bien. C'est très bien supporté, bon. Mais quand c'est la première fois, si on s'adresse à des personnes qui n'ont jamais pris la pilule, il va y avoir forcément des petits effets, des sensations. Forcément, c'est pas anodin de prendre des hormones. Et donc, ces sensations, c'est important de les connaître un petit peu. Et peut-être déjà d'en avoir aussi parlé lors de la prescription. Donc, c'est important vraiment de prendre le temps d'aller voir un praticien qui va accompagner vraiment la personne dans sa prise de pilule.
Depuis pas longtemps, il y a une cotation que la Sécu a mis en place qui s'appelle consultation de contraception et de prévention, qui est censée durer 45 minutes. Donc, en 45 minutes, on va vraiment avoir le temps de parler de contraception avec la femme, qui peut venir d'ailleurs avec son copain, son compagnon. Et d'ailleurs, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment bien il y en a deux. Voilà. Donc, pour parler de la pilule. Alors après, pour finir, la pilule, elle existe aussi sous forme pas que sous forme de cachet, c'est-à-dire la contraception hormonale, on va l'avoir aussi sous forme de patch. Donc le patch, on va le mettre, on va le poser sur le corps, et donc il va libérer de l'oestrogène et de la progestérone. Et on va l'avoir aussi sous forme d'anneau vaginal, qu'on va aussi introduire donc dans le vagin, et qui va donc libérer de l'oestrogène et de la progestérone. Et voilà. Donc par contre, ces deux là, le patch l'anneau vaginal, on ne peut pas les prendre en première intention parce que ce sont des pilules de troisième génération. Voilà. Je sais pas, je peux juste préciser quelque chose par rapport à la prise de la pilule, justement, comme je parle des troisième générations. En fait, pour prendre une pilule de troisième génération, il faut avoir pris pendant 2 ans une pilule de deuxième génération et n'avoir eu aucun problème. Ça, c'est une chose. Et autre chose aussi, on ne peut pas prendre la pilule, quelle qu'elle soit, surtout la pilule avec oestrogène, si on a des antécédents familiaux. C'est pour ça que c'est très important, au cours de la consultation, déjà de se renseigner, peut-être, quand on est une jeune personne, auprès de ses parents, savoir si les parents n'ont pas eu de problème. Bon, en général, on le sait, mais des fois, on a des problèmes, notamment vasculaires. Voilà. Et puis soi-même, bien sûr, il faut pas être malade, il faut pas avoir de facteurs de risque. Bon, je vais pas faire la liste des facteurs de risque. Je pense que c'est vraiment important d'en parler en consultation, ça, hein, parce que c'est assez compliqué entre les migraines, enfin toutes ces choses. Et d'ailleurs, justement, tu parlais du fait qu'on peut pas prendre n'importe quelle pilule, n'importe comment. Qui est-ce qui peut nous prescrire une pilule si on souhaite prendre ce contraceptif? Alors, une sage-femme. Donc la sage-femme, elle a une compétence de suivi gynécologique de prévention. Donc du coup, on peut recevoir les femmes pour leur contraception et leur prescrire la contraception, leur prescrire les examens sanguins nécessaires si besoin. Voilà. Évidemment, on va faire aussi tout ce qui est dépistage. On va en profiter pour faire le dépistage. Enfin, c'est un peu des consultations où on va parler un peu de sexualité de façon générale aussi. Grâce à la contraception, en fait, on va parler de sexualité. C'est un peu l'avantage aussi de cette consultation qui dure 45 minutes. C'est que, voilà, on va pas juste parler de contraception. Parce que, voilà, elles ont quand même toujours une idée reçue sur la contraception. Donc, déjà, on va un peu parler de ces idées reçues et aussi voir un peu comment ça se passe, comment ça va être mis en place dans leur vie. Exactement. Et est-ce que le médecin traitant ou les gynécologues peuvent aussi prescrire? Oui, bien sûr. Le médecin généraliste et le médecin gynécologue, bien sûr. C'est sûr que d'ailleurs c'est souvent le cas parce que aller voir un gynéco ou une sage-femme, c'est une démarche. Alors que le généraliste, ça va de soi. Souvent, on est allé avec ses parents, etc. Mais aller voir un gynéco, une sage-femme, d'ailleurs des fois, j'ai des mamans qui m'appellent pour leur fille. Parce qu'il faut faire la consultation gynécologique donc à X âge, suivant voilà, déjà devant le début des rapports sexuels. Et donc oui, bien sûr, donc soit elle s'adresse à un gynécologue, soit elle s'adresse à une sage-femme. C'est vrai que moi je suis dans une petite ville, donc il n'y a pas de gynéco. Donc Et est-ce qu'il y a un âge minimum auquel on peut prendre la pilule, avant lequel c'est vraiment déconseillé ou ça ne se prescrit pas du tout? Non, il n'y a pas d'âge minimum. Enfin, bon, évidemment, il faut avoir les règles, ça c'est une évidence. Donc, parce qu'on peut prescrire la pilule en cas de douleur de règles aussi. Voilà, bon, il n'y a pas que la pilule, hein, bien sûr, en réponse aux douleurs de règles, mais non, il n'y a pas d'âge minimum. Est-ce que tu pourrais aussi nous présenter un peu les avantages et les risques liés justement à la prise de pilules? Parce qu'on entend souvent, par exemple, que quand on prend la pilule, fumer, c'est pas très bon, ça peut provoquer des problématiques. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu tout ça? Oui, c'est vrai que par rapport au tabac, c'est vraiment, voilà, je pense
on en parle beaucoup. Alors, ça fait partie des facteurs de risque. Alors là, ça va être un peu délicat pour moi d'expliquer ça parce que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est important de prendre le temps de faire la liste des facteurs de risque. Donc ça, c'est dans le questionnaire qu'on va, l'anamnèse, ce qu'on appelle l'anamnèse, les questions qu'on va poser à la femme, où là, on va voir si elle est à risque. Le tabac tout seul n'est pas un facteur, n'empêche pas la pilule. Voilà. Par contre, si on fume et qu'on a 35 ans, là oui, on ne peut plus prendre d'oestrogène. Attention, alors voilà, c'est pas la pilule en général, ce sont les oestrogènes de la pilule qui sont à risque pour l'aspect, les risques cardiovasculaires. Donc, avant 35 ans, si le seul facteur de risque qu'on a, c'est de fumer, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on ne connaît pas les autres facteurs de risque que l'on a parce qu'on n'est pas sage-femme, on n'est pas médecin. Donc, on dit, oh, ben, c'est bon, j'ai moins de 35 ans, je fume. Mais c'est pour ça que là, on va creuser lors de la consultation pour être sûr, voilà, qu'il n'y a pas des migraines. Bon, après, c'est pas toutes les migraines non plus, hein, on va pas, voilà, c'est encore un autre sujet, les migraines. S'il n'y a pas d'antécédents dans la famille, s'il n'y a pas eu de problème vasculaire dans la famille, etc. Et là, voilà, c'est d'où l'importance vraiment de cette consultation avant de démarrer une contraception avec la pilule, surtout avec les oestrogènes. Donc après, comme il y a la pilule sans oestrogène, celle-là, par contre, on la donne à tous ceux qui ne peuvent pas prendre d'oestrogène, on leur donne la pilule sans oestrogène. Voilà, donc ceux qui fument, ceux qui sont, enfin voilà, ceux qui ont toute la liste. Enfin, toute la liste. Il faut 2 facteurs de risque quand même, ça fait pas beaucoup, 2 facteurs de risque pour commencer à réfléchir à une autre contraception. Enfin, même pas commencer, pour réfléchir tout simplement à une autre contraception et mettre en place une autre contraception, sans oestrogène. Moi j'avais une autre question aussi sur la pilule. C'est vrai que c'est quelque chose, enfin en tout cas pour notre génération, on a une trentaine d'années, qui nous a beaucoup été prescrit quand on était très jeune. Moi pour ma part j'avais 14 ans à peu près et c'était pour des douleurs de règles justement. Et en fait on entend beaucoup de gens qui en reviennent un peu de ça, de dire ah bah finalement ça a beaucoup détruit mon équilibre hormonal, même au niveau de la libido. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux constater aussi que les jeunes ont moins envie de prendre la pilule aujourd'hui ou pas? Je pense que oui. Je pense que j'observe ça, oui. Alors, est-ce que c'est vrai que je peux pas faire de statistiques, hein, moi toute seule. Je pense que ça serait intéressant de creuser. Hein. Mais c'est vrai, en tout cas par rapport déjà à la pose du stérilet. Le stérilet, parce qu'il y a des stérilets pour les femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Donc des petits stérilets. Enfin, on appelle ça dispositif intra-utérin. Et c'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de demandes de stérilets pour des femmes qui n'ont jamais eu d'enfants. Alors qu'avant, hein, on disait non, tant qu'on n'a pas eu d'enfant, on met pas de stérilet parce qu'il y a toujours le risque, on a toujours peur des complications du stérilet, mais bon, qui sont extrêmement rares. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à la pilule, mais je voudrais pas tirer de conclusion. Je pense que c'est vraiment une histoire de voir au niveau statistique si c'est réel ou si c'est une impression. Mais il y a plus d'ouverture effectivement sur d'autres contraceptions, notamment l'implant. L'implant, c'est une contraception hormonale, mais elle n'a pas d'oestrogène, donc on va dire qu'elle est moins à risque que la pilule classique avec des oestrogènes. Bon. C'est vrai que tout ça, c'est de l'évolution, hein, c'est de l'évolution. Donc effectivement, il y a une époque où on prescrivait la pilule comme ça, là, même sans expliquer. Et ça arrive encore. Hein. Donc les oublis de pilule, par contre, ça c'est vraiment, on pourra en parler, quelque chose de très très embêtant. Hein, les histoires d'oublis de pilule qui n'ont pas été préparées, enfin renseignées en tout cas. Et oui, effectivement, c'est possible, je dirais. Et du coup, tu fais bien de parler de ça, des oublis de pilule. Comment est-ce qu'on doit prendre sa pilule pour qu'elle soit prise correctement? L'oubli de pilule, alors il faut la prendre, forcément tous les jours. Tous les jours, on dit à heure fixe. Bon, il y a une tolérance quand même. Hein. Il y a une tolérance, alors on dit une tolérance de 12 heures dans la prise de pilule. Donc c'est quand même beaucoup, 12 heures de tolérance. C'est-à-dire que si on prend la pilule tous les jours à 20 heures, on peut la prendre le lendemain à 7 heures du matin. Ça fera moins de 12 heures, donc ça sera un oubli, mais de moins de 12 heures, donc cet oubli ne sera pas à risque. Voilà. Le problème, c'est l'oubli de plus de 12 heures qui est à risque.
Mais ce qui est, ça, à la limite, bon, on oublie sa pilule, on le sait. Ok, j'ai oublié ma pilule, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je suis très embêtée, j'ai oublié ma pilule. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les rapports sexuels qui ont eu lieu dans les 5 jours qui précèdent l'oubli sont à risque. Parce que quand on a un rapport sexuel, on est sous pilule. Bon, donc imaginons, on est sous pilule, donc on a un rapport sexuel, donc on n'a pas de préservatif parce que voilà, ça fait un moment, on n'est plus de préservatif, on a fait tout ce qu'il fallait pour se rassurer pour tout ce qui est MST. Donc on a la pilule comme moyen de contraception. Donc on a des rapports entre guillemets non protégés dans le sens qu'il n'y a pas de préservatif, qui sont protégés par la pilule. Donc. Et donc lors du rapport avec éjaculation, en fait le corps de la femme stocke le sperme dans son col. Je parle de façon très très schématique, dans son col, dans le col de l'utérus. Et on considère normalement que les spermatozoïdes ont une durée de vie de 3 jours. Mais bon, moi je dis toujours, imaginons qu'il y en a un qui dure lui 5 jours. Eh ben voilà, dans 5 jours, il est toujours vivant. Donc il est toujours là, dans le corps de la femme, il attend en fait, il attend que la nature fasse ce qu'elle a à faire. Bon. Et donc 5 jours plus tard, oubli de pilule, et en fait à ce moment-là, il peut y avoir une ovulation. À ce moment-là, avec un oubli de pilule de plus de 12 heures, il peut y avoir une ovulation, ce qui paraît complètement bizarre, et pourtant si. Du coup, avec cet oubli qui va provoquer donc une ovulation, les spermatozoïdes qui sont toujours vivants vont féconder l'ovule. Voilà. Donc en fait, quand on a un oubli de pilule, on regarde ce qu'on a fait dans les 5 jours qui précèdent l'oubli. Si on a eu des rapports dans les 5 jours qui précèdent l'oubli, on va prendre la contraception d'urgence. Ça s'appelle la contraception d'urgence, qu'on peut aller chercher en pharmacie de façon gratuite. Pour les moins de 25 ans, c'est gratuit. Sans ordonnance, sans rien du tout. On peut aller aussi voir l'infirmière du collège ou du lycée. Et donc, on va prendre cette contraception d'urgence. Et par contre, pendant les 7 jours qui vont suivre, il faudra se protéger avec donc, des préservatifs. Donc, reprendre sa pilule normalement, se protéger avec des préservatifs pendant une semaine. Et 15 jours après, c'est compliqué ce que je dis quand même, c'est pour ça que... Bon, 15 jours après, faire un test de grossesse. Même si les règles arrivent 15 jours après, cet oubli, donc la prise de la contraception d'urgence, il faudra faire un test urinaire, hein, vraiment 2 semaines après, même si les règles apparaissent, hein, parce que des fois on peut être enceinte en même temps et avoir ces règles. Hein, voilà. Oui, donc il y a quand même un protocole à suivre et savoir que ce qui compte, c'est pas que les rapports qu'on a pendant qu'on oublie sa pilule ou après, mais bien avant. Ça, c'est important de le dire. C'est ça, c'est le avant qui est mal connu. Et ce que tu appelles contraception d'urgence, est-ce que c'est ce qu'on peut qualifier familièrement de pilule du lendemain, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Tu as vaguement parlé de l'implant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer aussi ce que c'est et comment on le pose? Parce que pour le coup, j'avoue, comme tu nous disais au début, on entend des informations de la part de notre entourage, par exemple, et j'ai entendu que ça faisait super mal, etc. Bon, moi, j'ai jamais testé, je ne sais pas, mais est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment ça se pose et pareil, s'il y a un âge requis pour le poser, etc. Non, alors il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge du tout. Vraiment... Ouais, il y a des femmes de tous les âges qui mettent des implants. C'est pas qu'une contraception pour les jeunes. Alors, ça se pose. Évidemment, on fait une anesthésie quand même, hein, locale. Alors après, il y a peut-être des praticiens qui ne font pas d'anesthésie. Moi, je fais une anesthésie avec un patch. Un patch EMLA, là, comme, vous savez, quand on fait des vaccins ou pour les bébés, souvent, ils prescrivent ce genre de... Il y a des gens qui disent que ça sert à rien. Moi, j'ai l'impression que ça marche. Il y a d'autres... Alors, pour la pose de l'implant, on va mettre... Moi, je mets un patch. Enfin, je prescris. Donc, en fait, toujours pareil. Moi, j'aime bien voir les femmes avant de leur poser le patch. J'aime pas quand elles ont fait faire une ordonnance, par exemple, à leur médecin et qu'elles arrivent avec leur implant. C'est vrai que déjà j'aime bien leur expliquer où est-ce que je vais le faire, où est-ce que je vais le placer, parce que c'est très très précis en fait. C'est un endroit bien précis, on ne le met pas n'importe où dans le bras. Hein. Il y a vraiment un endroit très très précis. Et donc à cet endroit, donc je vais expliquer à la personne à quel endroit je vais l'appliquer et à quel endroit donc elle doit mettre son patch pour endormir la zone que je vais piquer. Voilà. Alors après, bon,
Je pense qu'il y a, comme on dit, plus de peur que de mal, parce que souvent les femmes arrivent, elles sont terrorisées et tout, et puis bon, après elles disent ah mais c'est déjà fini, bon voilà. Donc bon, moi je pense que c'est pas ça fait pas vraiment mal. Après c'est pas totalement indolore, hein, mais c'est pas horrible. Voilà, je sais pas, je veux pas vendre le patch, l'implant, mais bon. Non, mais c'est important de savoir qu'effectivement, il y a des procédures et ça rejoint ce que tu nous disais au départ. Il faut vraiment consulter avant, voir quelles sont toutes les options qui s'offrent à nous pour faire le meilleur choix possible, évidemment. Du coup, là, on a fait quand même un bon tour sur la contraception hormonale, du coup, justement, les risques, les intérêts, les avantages et la manière dont on les prend. Est-ce que on pourrait maintenant parler, tu l'as évoqué brièvement tout à l'heure, du stérilet, et du coup, plus particulièrement du stérilet en cuivre. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est, comment ça se met et comment ça fonctionne? Donc là, toujours la même chose, on se voit avant, on discute bien, et là moi je fais une démonstration, j'ai des petits outils pour montrer comment ça va se passer, j'explique, voilà, le stérilet, c'est vrai qu'il y a quelque chose par rapport à la conscience de son corps, par rapport à la notion, à l'anatomie de son corps. C'est important, je trouve, que la personne connaisse, pas qu'elle connaisse encore, mais en tout cas qu'elle ait eu des informations sur son corps. Et faut que de toute façon, c'est important, dans tous les cas, pour la sexualité notamment. Et donc là, c'est l'occasion aussi de parler de ça. Voilà, de parler de comment on est faite, nommer les choses. Et après, d'expliquer donc comment ça va se passer. Donc, il y a une pose de spéculum. De manière dans le vagin, donc pour pouvoir aller voir le col, et puis à partir de là, j'explique très simplement que l'utérus est une cavité, donc avec une porte en gros, une porte plus ou moins souple, plus ou moins ouverte, en fonction du cycle aussi, elle va être plus ou moins perméable, hein, et donc c'est une cavité. C'est-à-dire que donc ce dispositif intra-utérin ou stérilet, il va être introduit dans une cavité, dans quelque chose qui existe, donc et qui va passer par une porte qui existe. Voilà. On fait pas de trou, voilà, on passe que par des voies qui existent. Voilà. Donc ça, je pense, c'est déjà très rassurant pour les femmes de savoir ça et bien de l'intégrer dans leur corps, le fait que on ne force rien, on fait que passer par des portes qu'on va laisser s'ouvrir, on va dire quelque part. Voilà. Alors évidemment, après, quand le stérilet est dans l'utérus, comme l'utérus c'est un muscle qui ne fait que quand même 7 cm de hauteur, hein, et à peu près pareil de large. Donc c'est une toute petite cavité. Et comme c'est du muscle, en fait, il va se mettre à contracter un peu comme quand on a des règles. Donc évidemment, il y a des femmes qui ont des règles plus ou moins douloureuses. Donc les femmes qui ont des règles, qui connaissent les règles douloureuses, elles sont jamais étonnées du tout de la douleur qu'elles vont avoir à la pose du stérilet, parce que ça ressemble totalement à une douleur de règles au moment de la pose. Hein, voilà. C'est normal, en fait, c'est ce que j'explique toujours. L'utérus réagit. Il réagit parce qu'il est en bonne santé, donc il réagit. Voilà. Et en général, ça dure très peu de temps. Hein, tout ça, ça dure moins de 5 minutes, je dirais, hein, tout confondu. Et dès qu'on a enlevé le spéculum, il reste une douleur comme une douleur de règle dans l'utérus. Et donc il va passer. Alors, en général, comme il y a eu quand même pas mal de peur avant, souvent les femmes sont quand même assez stressées. Surtout quand c'est le premier, hein, bien sûr, la première fois, c'est toujours voilà. Donc des fois ça les met un peu dans un état un peu de fatigue, un peu comme quand on a donné beaucoup d'énergie pour quelque chose et que c'est fini et là on est épuisé. C'est un peu la même chose. Voilà. Mais c'est pas une histoire de douleur. Voilà. Alors après, il va quand même y avoir des femmes qui vont avoir mal pendant longtemps après. Mais c'est vraiment pas la majorité. C'est vraiment une infime minorité, je dirais. Oui, parce qu'il y a quand même effectivement, comme tu le disais, une espèce de peur autour du stérilet, d'avoir mal, d'avoir des règles très abondantes aussi.
Oui. Du coup, est-ce que tu pourrais juste nous dire un peu quels sont justement les signes qui montrent que le stérilet est mal reçu? Là, tu nous parlais de grandes douleurs. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent indiquer aux femmes que le stérilet est un peu rejeté ou que justement c'est une contraception qui va pas leur convenir? Délicat, franchement, de répondre à cette question. Là, on est vraiment dans des situations vraiment individuelles. Et tu nous parlais aussi des stérilets qui sont plus petits pour les femmes qui ont jamais eu d'enfants. Du coup, ça veut dire que il se pose de plus en plus sur des femmes qui n'ont pas encore d'enfants, parce qu'il y a eu une période où c'était, presque personne ne le faisait si on n'avait jamais déjà eu un enfant. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est plus petit, effectivement. C'est plus petit. Il y a aussi le stérilet aux hormones, hein, par rapport, je n'en ai pas vraiment parlé. Donc là, il va être plutôt, après, là, c'est pareil, c'est plutôt la démarche individuelle. Mais par exemple, pour les femmes qui ont des règles, tu parlais de règles très abondantes tout à l'heure. C'est vrai qu'avec le stérilet au cuivre, on va avoir des règles plus abondantes. Alors, c'est pas x2, mais c'est plus abondant. Donc, les femmes qui ont déjà des règles abondantes, elles n'ont pas envie d'avoir des règles encore plus abondantes. Et donc là, c'est évident que... Alors après, il y en a qui en veulent quand même. Hein. C'est pour ça qu'on va pas décider à leur place, jamais. Hein. On va juste parler de ce qui peut arriver pour qu'elles fassent, elles, le choix. Parce qu'il y a des femmes qui veulent tellement pas d'hormones qu'elles préfèrent avoir des règles plus abondantes qu'avoir des hormones. Hein. Voilà. Donc, pour celles qui aimeraient bien avoir des règles beaucoup moins abondantes, du coup, le stérilet aux hormones va être vraiment indiqué. Voilà, parce que lui, il va libérer de la progestérone dans l'utérus et il va faire des règles vraiment très, très peu abondantes. Et lui, il n'y a pas d'ostrogène, hein, donc il n'y a pas du tout de contre-indication. D'accord. Et du coup, le stérilet, une fois qu'on l'a posé, il reste là combien de temps? Au bout de combien de temps il faut le rechanger? 5 ans. C'est bien de le préciser que le risque d'oubli est moins important. Oui. 5 ans, ou bien sûr moins, hein. On peut le garder 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. Et du coup, une fois qu'il est posé, le stérilet, est-ce qu'il y a des contrôles à faire particuliers ou pas forcément? Oui. Alors, il est conseillé de faire un contrôle tous les ans. Ok. Et du coup, c'est vrai. C'est par échographie ou Ah non. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, on fait pas d'échographie pour contrôler la bonne pose du stérilet. Enfin, ça fait pas partie des protocoles conseillés. Pas du tout. En fait, on va déjà contrôler en faisant un spéculum parce que pour vérifier que les fils sont bien visibles au fond du vagin. Éventuellement d'ailleurs on se revoit déjà 1 mois après la pose pour contrôler justement la longueur des fils s'ils n'ont pas été gênants pendant le mois qui est suivi. Et après oui, c'est vrai que se voir 1 fois par an, c'est quand même bien pour parler aussi de tout le reste. Tout le reste, hein, c'est les IST, tout quoi. Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi jusqu'à présent c'était moins posé justement les stérilets sur les femmes qui n'avaient pas eu d'enfants? C'était quoi la problématique? Pourquoi c'est quelque chose qui était souvent refusé? Parce qu'on ne voulait pas toucher à l'utérus. Voilà. On voulait que l'utérus soit parfait pour la grossesse, on va dire. Comme si, en fait, on avait un peu... je dis on, hein. Là, je tire une conclusion, si je fais une analyse, mais qui n'est peut-être pas vraiment sûre, hein, mais je pense qu'on ne voulait pas endommager l'utérus. On ne voulait pas prendre le risque d'une complication de la pose du stérilet, qui sont extrêmement rares. Voilà. En fait, c'était vraiment par rapport aux futures grossesses. Hein. C'était vraiment par rapport aux futures grossesses. Du coup, on a déjà fait un bon tour sur le stérilet. Il existe aussi d'autres contraceptions. Peut-être qu'on peut parler rapidement du très connu préservatif. Est-ce que déjà le préservatif, c'est quelque chose que, en tant que sage-femme, tu prescris quand tu as des femmes qui viennent avec des questions ou pas vraiment? Ah oui, bien sûr. Ah oui, totalement. Hein. D'ailleurs, là, c'est pareil. Hein. Le préservatif, il est gratuit en pharmacie. Pour les moins de 25 ans, sans ordonnance. Oui, bien sûr, je prescris des préservatifs. En plus, comme de toute façon, maintenant, c'est remboursé, enfin, et puis c'est gratuit. Donc, oui.
Parce qu'en cas d'oubli de pilule, hein, puisqu'il va falloir justement se protéger pendant une semaine, voilà. Et on dit souvent que c'est la contraception la plus sûre qui existe. Est-ce que c'est vrai? Le préservatif? Oui. Ah ben non. Parce qu'en tout cas, moi, quand j'étais jeune, c'est ce qu'on nous disait souvent, que de toute façon, le plus sûr, c'est de mettre un préservatif, de se protéger contre les grossesses indésirables, les MST, contre tout. Ah oui, ça c'est sûr. Pour les MST, ça c'est clair que oui. Hein. Ah oui. Oui, pour les MST, oui. Préservatif, c'est ce qu'il faut. Après, en tant que contraception, il y a plus de grossesses avec une contraception sur le préservatif. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'utilisation du préservatif un peu qui est un problème. C'est-à-dire, j'allais dire c'est du bidouillage, mais bon. En fait, le préservatif, quand c'est du 100%, mis au début du rapport et retiré, c'est-à-dire qu'il faut pas rester à l'intérieur du vagin après l'éjaculation. Il faut se retirer pour pouvoir enlever le préservatif. Bon. Donc il y a plein de petites choses comme ça, en fait, importantes à savoir quand on utilise le préservatif. On peut pas aussi se dire tiens, je vais mettre le préservatif parce que je suis en période d'ovulation et le reste du temps je ne mets pas le préservatif parce que je suis plus en période d'ovulation ou parce que j'ai mes règles. J'ai mes règles, je risque rien. Ah mais non, c'est pas vrai. On peut ovuler pendant les règles. On peut, tout est possible en fait. On peut ovuler n'importe quand dans le cycle. Il y a des choses bizarres dans la nature, hein, des fois. Hein. Oui, puis comme tu le disais, il y a aussi le fait que les spermatozoïdes peuvent rester plusieurs jours. Donc voilà, il faut aussi faire attention à ça. Oui, tout à fait. Donc le préservatif, s'il est utilisé, il est bien utilisé. Après, il y a le préservatif qui craque aussi. Bon. S'il est bien utilisé, c'est vrai, ça va être pas mal quand même au niveau de la contraception. Mais en tout cas, c'est moins bien que la pilule. Hein. Et donc c'est bien de le préciser quand même que ça s'utilise pas non plus n'importe comment. Ben non, en fait c'est vrai que après moi il y a des gens qui je rencontre des couples qui fonctionnent uniquement avec préservatif et depuis des années et donc ça s'est toujours bien passé. Donc voilà, donc on précise bien que ils utilisent le préservatif à chaque fois. Voilà, c'est donc voilà parce que si c'est de temps en temps ou à la fin du rapport, enfin, il y a des tas d'utilisations différentes du préservatif. Donc, s'il est mal utilisé, ça devient un problème. Et est-ce qu'il existe aussi d'autres types de contraception plus naturelles? Nous, on a déjà fait un épisode sur la symptothermie, donc l'observation de la glaire cervicale et de la température. Est-ce qu'il existe d'autres choses comme ça que les femmes et les hommes en couple peuvent utiliser justement en tant que contraception? Alors, il y a le diaphragme. Il y a le préservatif féminin aussi, hein, qui est très très bien parce que là c'est la femme qui le met et donc elle l'introduit pas forcément au moment du rapport, elle peut l'introduire quelques heures avant le rapport, donc ça c'est assez pratique. Bon, le problème c'est que ça coûte cher. C'est vrai, tiens, est-ce que c'est remboursé le préservatif féminin? Ben je crois pas, hein, je crois pas. Tiens. Puis c'est pas forcément très facile à mettre. Moi, je me souviens que il me semble qu'au collège, on nous avait montré et expliqué comment ça fonctionnait, mais ça avait l'air beaucoup plus difficile à mettre, parce que déjà il faut connaître son corps, il faut quand même y aller et arriver à le positionner correctement. Donc quand on débute dans sa sexualité, c'est pas forcément le plus simple à utiliser. Non, c'est sûr. C'est pas le plus simple, mais c'est vrai que moi je le conseille toujours aux jeunes femmes d'explorer leur corps. C'est pour ça que je trouve que c'est bien de parler de préservatif féminin parce que effectivement c'est pas facile c'est facile à introduire, mais le problème c'est qu'on n'a jamais exploré vraiment. Enfin bon, certaines, on va dire, je sais pas non plus quelle majorité, d'exploration du corps. Savoir comment on est faite à l'intérieur, mettre un doigt dans son vagin et sentir l'espace qu'il y a, sentir, voilà. Éventuellement même sentir son col, hein. Le vagin il fait 7 cm de profondeur, donc on peut très bien aller toucher son col avec son doigt. Voilà. Donc, introduire un préservatif féminin, quand on a l'habitude de son corps, ça va pas du tout être difficile. C'est comme les femmes qui utilisent des cups pour les règles, hein. Là, elles vont introduire aussi leur doigt dans le vagin pour pouvoir aller récupérer la cup
mais qui va pas être très très loin. On imagine des espaces inaccessibles. Bon, mais non, c'est totalement, tout est accessible. Et le diaphragme, c'est un peu le même principe. Comment ça fonctionne? Ça se met dans le vagin? Oui, tout à fait. Alors, le diaphragme, c'est vrai que c'est pas compliqué, mais ça demande vérification. C'est-à-dire, voilà, c'est important aussi d'être accompagné. Le jour où on veut mettre un diaphragme, éventuellement de le faire justement avec la sage-femme ou le gynéco, bon, pour vraiment avoir une explication. Et surtout, après, pouvoir le vérifier donc avec le doigt. Ça, c'est les premières fois. Après, je pense que quand on est tranquille, on va plus aller vérifier à chaque fois, hein, parce que il est fait pour se placer tout seul, le diaphragme, en fait. Hein. Et le vagin est fait pour que ça se place tout seul. C'est assez naturel. Voilà. C'est du plastique, du coup. Comment il est fait, le diaphragme? Alors, en fait, il y a une difficile de décrire un diaphragme. C'est une membrane qui est très fine. La membrane est très fine, donc justement, elle va pas être au niveau pendant le rapport, elle va pas être du tout sentie, et ça va envelopper le col. En fait, c'est vraiment comme un cercle un peu rigide, mais quand même très souple. Quand même, c'est souple, mais c'est pas tout mou. C'est pas tout, c'est entre le rigide et le mou, c'est difficile à expliquer. Et au milieu, une membrane très fine. Voilà. Et donc, on le plie et on l'introduit dans le vagin, et hop, ça va se placer. Vraiment, ça va aller sur le col. Ça se met juste avant un rapport ou il se garde le diaphragme? Oui, alors en fait, l'avantage aussi, c'est qu'on peut le mettre avant le rapport, quelques heures avant le rapport, donc en prévision de rapport. Donc on va mettre au spermicide quand même, dans le diaphragme, avant de l'introduire. Et on va pouvoir le garder plusieurs heures. Et s'il y a on peut avoir plusieurs rapports sans enlever le diaphragme et le remettre. Et s'il y a un deuxième rapport, on va remettre que du spermicide. Et c'est après, donc on va l'enlever plusieurs heures encore après. C'est pas comme le préservatif qu'il faut enlever tout de suite. Là, on peut le garder et l'enlever plusieurs heures après, le nettoyer et puis on s'en resserre. En fait, ça dure 5 ans aussi. Hein. Oui, donc on voit quand même qu'il existe vraiment différents types de contraceptifs, que ce soit hormonal, qui soient mis en place pour plusieurs années ou qu'on enlève et qu'on remette. En fait, tout dépend de nos besoins, du moment, d'où on en est dans notre vie. Et comme tu le disais encore une fois, en consultation, c'est des choses que j'imagine en tant que sage-femme, toi, tu dois présenter aussi toutes les options qui s'offrent aux femmes qui viennent te voir. Voilà. Après, tous ces moyens, on va dire locaux, ces contraceptions locales, sont des contraceptions qui sont quand même beaucoup moins sûres. Hein. Ça, c'est important quand même de le savoir, parce que comme il y a un peu de la manutention, je dirais. Autant avec le préservatif que le préservatif féminin que le diaphragme, si c'est pas utilisé parfaitement, donc c'est sûr qu'il y a quand même plus de risques donc ça peut être des contraceptions un peu transitoires aussi, voilà, je sais pas, voilà, ça dépend des cas de chacun, mais... En tout cas, je trouve que c'est vraiment bien que tu reprécises qu'il faille en discuter avec son praticien, sa sage-femme, son gynéco, etc. Parce que c'est vrai que moi, avant, j'avais un gynéco qui expliquait pas forcément, et j'avoue que j'osais pas trop poser des questions. Et quand j'ai consulté une sage-femme, pour le coup, elle m'a tout expliqué. On a beaucoup parlé de sexualité et de où est-ce que j'en étais moi dans ma sexualité et est-ce que je connaissais mon corps, etc. Et c'est vrai que ça aide beaucoup aussi à faire un choix en conscience de la contraception qu'on souhaite prendre. Et puis ça aide aussi à se rassurer, parce que pareil, comme tu le disais, par exemple pour la pose de stérilet, parfois on est extrêmement angoissé, et j'avais extrêmement peur, alors qu'en fait quand je l'ai posé, c'était rien du tout. Je m'étais fait une montagne, alors qu'en fait, c'était rien du tout. Donc c'est vrai que c'est hyper important, je trouve, de préciser que pour avoir des réponses à nos questions, le mieux, c'est de consulter notre praticien et d'en discuter avec lui. Et de trouver un praticien avec lequel on se sente bien aussi, oui. Et qui soit ouvert à ce genre de conversation. Tout à fait, bien sûr. Et pour terminer un peu sur la contraception, est-ce qu'on pourrait parler un peu de contraception masculine? Je ne sais pas si c'est toi des choses dont tu peux être amené à parler, parce qu'on a parlé du préservatif, mais c'est vrai que c'est une question qui se pose de plus en plus. Pourquoi les femmes ont la charge de la contraception alors qu'elles sont fertiles quelques jours dans l'année, tandis que les hommes, eux, sont fertiles 365 jours par an pendant de nombreuses années? Est-ce que toi, c'est des questions que tu peux avoir? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux recommander aussi ou pas vraiment? En fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites par rapport à ça actuellement.
y a des contraceptions masculines comme... alors, comment ça s'appelle? Bon, en plus, les termes techniques, je les connais pas. Au niveau thermique, vous savez, c'est en fait, c'est des... Comment ça s'appelle? Je ne connais pas le terme. Ouais, moi, j'avais entendu parler de slip chauffant, alors je sais pas voilà, si... voilà. Je n'osais pas utiliser le terme parce que j'étais pas sûre que ça soit vraiment le bon terme. Donc oui, le slip chauffant. Donc en fait, c'est un slip en fait qui va remonter les testicules, remonter donc en zone chaude, on va dire, zone à 37. Et donc il va, alors, empêcher la spermatogénèse, empêcher tuer les spermatozoïdes, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Voilà. La même chose, il y a des anneaux qu'on peut mettre dans les testicules et dans les bourses, et on va remonter les testicules. Donc pareil, comme le slip chauffant qui remonte les testicules, ben là en fait c'est un anneau qui va remonter les testicules pour les mettre en zone chaude aussi. Voilà. Et après la pilule pour hommes, donc là apparemment, pour l'instant on est loin d'avoir des résultats probants, et parce qu'il y a trop d'effets secondaires en fait. Voilà. Quel genre d'effets secondaires du coup? Alors, là c'est pareil, je pense que je suis pas assez renseignée, mais c'est des... Alors non, mais après on entend tellement de choses. Je regardais l'autre jour un petit film qui s'appelle Libre, je sais pas si vous avez regardé, c'est sur Arte. C'est des petites choses qui durent 5 minutes. C'est quand même un peu féministe, hein, quand même, hein, la démarche est féministe, et ça parle justement de la contraception masculine, et elles disent que quand même les effets secondaires c'est juste des troubles de l'humeur et des poils et de l'acné. Donc ça c'était vraiment la blague pour se moquer un peu, parce que comme les femmes elles ont pas peut-être des troubles de l'humeur parfois et de l'acné et des poils qui poussent quand elles prennent la pilule. Voilà, donc on en est un peu là, mais je pense voilà, pour l'instant on est loin, je pense, de la contraception hormonale pour les hommes. Mais est-ce que c'est des demandes que tu reçois, des questions qu'on te pose ou pas vraiment? Pas trop. En fait, on parle plus de la vasectomie. Je parle plus de la vasectomie avec les femmes. Enfin, c'est pas moi, c'est elles qui m'en parlent, parce que souvent, justement, ces femmes qui en ont ras-le-bol d'avoir de la contraception, et il y a quand même aussi des femmes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas d'enfants, qui ne veulent pas d'enfants, qui ont des copains, qui ne veulent pas d'enfants, et donc elles sont dans des démarches aussi à se renseigner sur la vasectomie. Et moi, je leur conseille, ou alors la ligature des trompes aussi. Ça, c'est aussi notre moyen de contraception. Et souvent, moi, je leur dis, mais consultez tous les deux. L'un chez le gynéco, l'autre chez l'urologue. Faites votre démarche chacun. Allez vous renseigner, allez discuter chacun. Et après, vous discuterez tous les deux qui fait l'intervention, en fait. Et je trouve que c'est quand même une démarche de couple intéressante, vraiment intéressante. Et on a fait un épisode justement sur la ligature des trompes et on a pu observer que le processus était quand même beaucoup plus lourd pour les femmes par rapport à la vasectomie, mais qu'effectivement c'est une véritable démarche, un autre type de contraception définitif du coup. Ouais. Bon, c'est pas définitif, hein, il y a quand même... Mais bon, c'est vrai qu'il faut le voir plus comme quelque chose de définitif. Ouais. Est-ce que, Agnès, il y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter sur le sujet de la contraception dont on n'aurait pas parlé? Voilà, cette importance donc de la consultation, de prendre le temps. Non, je pense que je pense à rien de spécial là. D'accord, on a déjà fait un bon tour d'horizon effectivement, et de rappeler, comme tu le disais, que il faut vraiment consulter et c'est vraiment au cas par cas qu'on choisit sa contraception, et puis accompagné par un professionnel à qui il ne faut pas hésiter de poser des questions. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous espérons que cet épisode vous a plu, mais surtout qu'il vous a permis d'y voir plus clair dans cette étendue d'informations parfois difficiles à comprendre. N'oubliez pas qu'il est vraiment important d'être accompagné par une sage-femme ou un gynécologue pour choisir votre moyen de contraception. Nous vous rappelons aussi que vous pouvez changer de professionnel de santé si celui que vous avez ne vous convient pas. Vous êtes même vivement encouragé à le faire.
Ne gardez pas vos questions pour vous, aussi futiles qu'elles puissent vous paraître, et faites-vous accompagner. Vous pouvez d'ailleurs vous rendre sur le chat Les Pipelettes si vous avez besoin de conseils. Vous pourrez discuter avec des sages-femmes, dont Agnès. Cependant, nous rappelons qu'elles sont là pour vous écouter et vous conseiller, mais qu'elles ne font pas de consultation gynécologique ni de prescription médicale en ligne. Vous pouvez retrouver le lien vers le chat des Pipelettes dans la barre d'infos. Quant à nous, il ne vous reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs!